Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire en ligne organisé par Le Temps avec notre partenaire LK. On va parler aujourd'hui de cybersécurité. Et la cybersécurité, eh bien, ce sera aussi l'une des thématiques du Forum des Sons qui se tiendra le 31 octobre prochain au Swiss Tech Center de l'EPFL. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Christophe Gerber, qui est directeur d'LK Security. Bonjour Christophe Gerber. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ces 45 prochaines minutes pour parler de cybersécurité, une thématique extrêmement importante pour la Suisse. On a déjà reçu une quinzaine de questions de la part d'internautes en avance et n'hésitez pas, vous en ligne, à continuer à poser des questions durant ce webinaire. On va les prendre petit à petit et les adresser à Christophe Gerber. Monsieur Gerber, peut-être une première question. Il y a 2 ans, c'est un peu le choc de De Roll, cette commune vaudoise qui avait vu une grande partie de ses données volées puis publiées sur le Darknet. Est-ce qu'il y a des leçons qui ont été apprises de la part des administrations, bien des entreprises depuis ce piratage qui avait marqué les esprits? Est-ce qu'il y a de meilleures pratiques aujourd'hui en Suisse par rapport à ce que vous constatiez, vous, sur le marché il y a 2 ans? Donc oui, un choc évidemment. Le monde s'est retrouvé face à la réalité, face à des choses qui existaient déjà mais qui étaient inconnues du grand public. Et c'était un des premiers cas vraiment publics dans la région ou en Romandie. Donc face à la réalité, une bonne douche froide pour tout le monde. La notion de responsabilité, je pense, lorsqu'on stocke des données, on se rend compte de la nécessité de bien les protéger. Ce qui est important, c'est de surtout pas blâmer des gens qui se font attaquer, parce qu'au final, ça peut arriver à n'importe qui. La question, c'est pas savoir si on va être attaqué, mais c'est quand et comment. Donc ça peut vraiment arriver à n'importe quelle entreprise. Ce qu'on voit, c'est que les infrastructures numériques aujourd'hui sont encore très fragiles, autant dans le domaine privé que dans le domaine public. On a vécu une accélération de la digitalisation dans les entreprises, dans les organisations étatiques, une accélération qui s'est fait parfois hors de contrôle, sans mettre les mesures de sécurité nécessaires. Et vous vous retrouvez aujourd'hui avec des services, avec des serveurs, avec des machines qui se retrouvent sur Internet, sur le cloud, et qui sont mal protégés. Finalement, c'est comme si vous prenez un enfant qui a pas reçu les vaccins de base et vous l'envoyez à son premier jour d'école, il sort dans la rue, il va prendre la grippe. On pensait avant Roll, en tout cas peut-être en Suisse ou en Suisse romande, que finalement les cyberattaques, vous le mentionniez auparavant, c'était ailleurs. Ça pouvait concerner des grosses entreprises peut-être américaines ou dans d'autres pays. Et tout d'un coup, il y a eu un choc. Oui, ça arrive aussi ici en Suisse. Oui, on pensait que ça arrivait aux autres. Aujourd'hui, par contre, on peut demander à n'importe qui. On a tous un ami qui a été attaqué à titre personnel. On a tous un patron d'entreprise qui a été attaqué. On connaît des entreprises de la région qui ont dû fermer boutiques parce qu'ils ont dû arrêter leur production pendant 1 ou 2 semaines. Donc oui, en effet, c'est maintenant à nos portes. Ça l'était déjà avant, mais finalement, on ne le savait pas forcément. Parce que ce qu'on oublie parfois, c'est quand il y a un vol de données, on ne le sait pas forcément. Donc il y a certainement encore plein d'autres cas où les données ont été volées. Elles sont à quelque part stockées, peut-être même déjà à disposition sur le Darknet ou ailleurs, et elles seront un jour utilisées. Parce que si elles sont volées, c'est pour être utilisées. C'est intéressant ce que vous disiez auparavant, c'est que la question n'est pas de savoir si on va se faire pirater ou il y aura des tentatives de piratage, mais que ça va arriver. Est-ce que ça ne déresponsabilise pas un tout petit peu les entreprises en disant de toute façon, comme d'autres, on va se faire attaquer, donc ça risque d'arriver un jour? Comment ça se passe par rapport à cette sorte de dichotomie entre les deux? Alors je pense qu'il faut prendre le problème de 2 manières. Un, de partir du principe qu'on va être attaqué, donc non seulement de se préparer en amont, mais surtout de se préparer à réagir au moment où il y a l'attaque. Réagir au moment où il y a l'attaque, ça veut dire quoi? Ça veut dire établir un réseau de partenaires, avoir un petit carnet de numéros de téléphone, de personnes de confiance qu'on peut appeler au milieu de la nuit lorsqu'on a le problème, parce que ça va arriver un jour. Donc ça, c'est une chose. Par contre, ça ne déresponsabilise pas la notion de se préparer, parce que lorsqu'on est sous attaque, et tout le monde le dira, c'est très coûteux. Donc dès le moment où on se met en mode de gestion de crise, c'est très coûteux pour une entreprise et une organisation. Donc toutes les mesures en amont qu'on va mettre pour solidifier notre infrastructure, pour préparer les équipes, pour se préparer à la gestion de crise, tout ça, c'est des mesures qui vont aider à mieux agir finalement le jour où il y a une attaque. Et après, il y a un élément, c'est de mettre aussi des capteurs de façon à identifier le jour où on se fait attaquer. Ce qui n'est souvent pas le cas. Aujourd'hui, si on regarde les PME ne sont pas équipées ou souvent pas équipés pour réagir ou pour recevoir les alertes suffisamment vite. Ça veut dire qu'en l'espace de 2 ans, eh bien, ça n'a peut-être pas suffi à certaines entreprises, dirigeants d'entreprises ou peut-être responsables d'administration pour mettre en place justement tous ces systèmes préventifs et aussi pour se préparer le jour où ça va venir. Il y a encore énormément à faire aujourd'hui sur le marché.
Il y a énormément à faire dans tous les domaines, que ce soit les grandes organisations, les grandes entreprises, où on voit un grand besoin, c'est au niveau des PME. Les PME en Suisse, c'est la colonne vertébrale de notre économie, hein. Et pour un patron de PME, s'il doit faire un choix entre un PME d'une entreprise mécanique, avec qui j'ai discuté il y a quelques semaines, faire un choix entre acheter une nouvelle machine qui permettra d'augmenter les marges ou d'investir le même montant sur la cybersécurité, le choix, il est dans un premier temps assez facile ou évident. On va acheter la machine. Par contre, si on rentre en discussion avec ces gens, la personne se rend compte que si le parc machine est à l'arrêt pendant une semaine, l'entreprise ferme. Donc là, tout d'un coup, ça amène des dilemmes. Et c'est là où la discussion est importante. Et si on parle de leçons apprises ou qu'est-ce qui a changé, aujourd'hui, on a quand même une sensibilité qui est différente auprès de ces entreprises. Et ces entreprises rentrent en contact avec nous pour demander conseil, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et après, il y a aussi eu un éveil du côté de l'industrie cybersécurité. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on ne faisait pas avant, on arrive aussi à servir ces entreprises-là. On a aussi des offres de services qui traitent aussi les PME, alors qu'avant, c'était des services qui étaient souvent impayables. On peut imaginer justement que s'assurer pour la cybersécurité pour un risque qui reste encore assez vague, peut-être et incertain pour les entreprises, eh bien c'est un coût qu'elle ne veut pas. En fait, elle ne veut pas ça sur leur fiche, sur leur budget. Ça reste encore compliqué et vous sentez certaines entreprises qui hésitent et justement qui ne franchissent pas le pas et qui se disent non, mais enfin, tant pis, ce risque, moi je le mets de côté. À la limite, je vais peut-être prendre une assurance, mais je ne vais pas investir moi dans la cybersécurité. Souvent, la difficulté qu'on voit auprès des entreprises, c'est que l'entreprise a de la peine à chiffrer les dommages possibles en cas de cyberattaque. Et c'est là où les interactions entre les dirigeants de l'entreprise et des spécialistes en cybersécurité sont importants pour arriver à chiffrer ça, puis après à dire est-ce que je suis prêt à prendre ce risque ou est-ce que non, je dois mettre un certain nombre de mesures en place. Les assurances, les cyberassurances font partie finalement de la réponse possible, mais c'est juste à la fin qu'on verra si c'était utile ou pas. Néanmoins, les cyberassurances n'enlèvent pas le besoin de se protéger correctement, parce que si vous êtes mal protégé, la prime va être énorme, impayable. Si vous n'avez pas mis en place les mesures, les bonnes pratiques durant les opérations, y compris durant la crise, au moment où l'assurance va venir pour payer la couverture, elle va réduire la prestation parce que vous n'avez pas suivi un certain nombre de choses. Donc le fait de recourir à une assurance n'enlève pas la nécessité de se protéger correctement. Au niveau de toutes les affaires qui ont été révélées par les médias ces 2-3 dernières années, est-ce que ça suffit pour la sensibilisation? Est-ce qu'aujourd'hui beaucoup de responsables d'entreprises savent que ça peut leur arriver? Ou est-ce qu'il y a encore davantage un besoin d'expliquer, de mettre en lumière certains cas? On pense par exemple au cas de Comparis, hein, une entreprise que tous les Suisses connaissent, qui s'était fait pirater et qui avait reconnu avoir finalement payé une rançon. On avait vu tous les dégâts qui étaient liés. Est-ce qu'il faut en parler davantage, sensibiliser davantage et que les victimes, entreprises et administrations s'expriment davantage à ce sujet? Alors je pense qu'il faut enlever un peu les tabous. Aujourd'hui, on n'a pas honte à déclarer qu'on s'est fait cambrioler. Par contre, quand il en va d'une cyberattaque, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus sensible. Donc d'enlever ce tabou-là, d'en parler plus évidemment, que les gens se rendent compte. Après, il y a la réalité du terrain et des entreprises. On a vécu Covid, on a la guerre en Ukraine, avant on avait la situation du franc fort, etc., etc. C'est crise après crise que les entreprises doivent vivre aujourd'hui. Donc quand on leur dit qu'en plus de ça, il faut mettre des budgets sur la cybersécurité, ce n'est pas évident. Surtout si elles n'y pensent pas en amont. C'est-à-dire que le réflexe qui manque parfois, c'est que lorsqu'on met en place un nouveau service, une nouvelle machine, un nouveau parc de machines, ou qu'on déploie un nouveau département, le réflexe de qu'est-ce que je mets en plus comme budget pour la cybersécurité devrait arriver là. Lorsque vous achetez une voiture, vous ne vous posez pas la question si on prend des freins ou pas. Les freins sont dans la voiture et ils font partie du prix de la voiture. Il y a aussi la question de la réputation qui est très importante. On a beaucoup parlé du darknet, dark web ces derniers mois. Est-ce que, alors, n'importe qui peut y aller avec certaines compétences informatiques sur le darknet et puis retrouver énormément d'informations qui ont été volées. Est-ce que ça pose un dégât d'image, de réputation important pour les entreprises, dont certaines ont vu justement des bases de données, clients, fournisseurs, employés se retrouver en ligne ainsi? Bon, alors, se promener sur le darknet, il faut y aller couvert, hein, si on ne connaît pas trop le domaine, parce que c'est quand même un environnement qui est assez particulier. Oui, évidemment, le dégât d'image est assez terrible pour une entreprise qui s'est fait voler ses données.
les données clients. Vous avez parlé des cas publics hein, comme Comparis, qui a priori est assez anodin. On se dit, bon, Comparis, finalement, c'est un site en ligne. Mais imaginez les informations que le citoyen met sur ce site lorsqu'il fait une simulation pour une assurance maladie ou pour un prêt hypothécaire. C'est des informations qui ont une valeur inestimable. Et évidemment, après, dès le moment où elles sont dans la nature, bah, c'est assez fâcheux. C'est un point peut-être que les entreprises ne mesurent pas assez, c'est aussi l'impact sur les employés finalement, pour lesquels énormément de données sensibles peuvent se retrouver sur le darknet, si c'est des documents internes, que ce soit des fiches de paye, que ce soit des rapports d'évaluation par exemple, ou toute autre chose. Là, on peut imaginer que c'est un mal presque un peu plus insidieux qui peut durer longtemps au sein des entreprises piratées. Oui, surtout que certaines données personnelles vous suivent à vie. Ce n'est pas comme une carte de crédit qu'on peut désactiver dans la minute qui suit. Donc, c'est des données qui sont réutilisables pendant des années par la suite. Évidemment, les employés dans les bases de données de ressources humaines et autres sont touchés par là. Et c'est là où on va vivre des périodes intéressantes. Et j'utilise un petit peu ce terme de manière sarcastique. Lorsque toutes ces bases de données, aujourd'hui, elles existent, elles ont été volées, elles existent, elles sont stockées à certains endroits. Certaines ont déjà été utilisées, d'autres attendent simplement une utilisation. Mais imaginez maintenant avec la force de l'intelligence artificielle ce qu'on arrive à faire, est-ce qu'on arrive à faire parler à ces données, on va vivre des temps assez intéressants quand vous aurez en face des robots qui connaissent toute votre vie et qui vous appellent ou qui vous parlent sur un chat. Ça va être intéressant. On commence aujourd'hui déjà à sentir des cyberattaques qui sont facilitées, démocratisées par l'intelligence artificielle et qui peuvent toucher tout un chacun. Vous sentez déjà ceci intervenir ces derniers mois? Alors on voit à deux échelles. La première, c'est par rapport au nombre d'attaques. C'est-à-dire qu'avec des robots, on peut lancer des attaques de manière très large, simultanée. Et puis évidemment sur le fait que ces attaques sont beaucoup plus sophistiquées et que s'il y a quelques années en arrière, lorsqu'on recevait un mail de phishing, comme on l'appelle en bon français, on arrive à identifier, il y a des fautes d'orthographe, il y a des trucs comme ça. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus réel et on va utiliser des données, justement, des données personnelles, du contexte de l'entreprise. On va se dire non, a priori, je ne vais pas me poser les questions sur cette information et puis je vais cliquer le lien pour télécharger le fichier. En tant que citoyen consommateur, j'ai l'impression de recevoir de plus en plus de SMS ou même des messages via l'application Signal qui est pourtant sécurisée, qui sont adressés, qui ressemblent justement à du phishing, donc du hameçonnage. On peut imaginer que ces personnes, ces hackers qui me contactent directement, qui ont ainsi trouvé peut-être mon numéro de téléphone mobile, l'ont extrait de bases de données liées à des entreprises qui ont elles-mêmes été piratées ces derniers mois, ces dernières années. Alors, elles peuvent provenir de deux sources. Il y a des sources officielles et légales, c'est-à-dire qu'il y a des bases de données qu'on peut acheter, où on a des données personnelles. Donc souvent, quand on clique les petites conditions générales, qui sont en petites lettres à la fin, au bout de l'écran, qu'on ne lit pas, ça peut arriver qu'on s'engage à ce moment-là, qu'on accepte l'utilisation de nos données. Ça, c'est d'une part. Puis après, évidemment, il y a l'utilisation frauduleuse des données lorsqu'il y a un vol. Et c'est ce qui permet de faire des attaques justement à large échelle. On a commencé cet entretien en parlant de Roll, qui était un cas emblématique qui touchait l'administration publique. Une autre affaire très importante, c'était évidemment Explain, qui est intervenu au printemps de cette année, ce prestataire informatique extrêmement important pour la Confédération, qui s'est fait pirater avec énormément de données mises en ligne et qui touche justement la sécurité du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas appris finalement grand-chose de ce qui s'est passé, qu'il y a un niveau d'amateurisme, peut-être le mot est un peu fort, qui demeure aujourd'hui au sein de l'administration peut-être et aussi des entreprises? Alors, sans connaître le cas en détail, je n'ai pas envie de parler d'amateurisme parce qu'il s'agit quand même d'une entreprise qui est réputée dans la région et qui fait du bon travail. Et les gens de la Confédération qui sont aux commandes des différents services font aussi du bon travail. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler d'amateurisme. Par contre, ça montre sur l'ensemble de la chaîne un certain nombre d'oublis ou de lacunes. À un certain moment, ça démontre la fragilité de la chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle la supply chain en anglais, c'est-à-dire que vous avez des fournisseurs qui vont vous apporter des logiciels, vous faites confiance à ce fournisseur, vous l'installez dans votre infrastructure, et puis à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Et cette chaîne-là a souvent été négligée ou sous-estimée. Donc la nécessité de vérifier qu'est-ce qu'on achète comme logiciel, d'aller vérifier de temps en temps dans l'entreprise, d'aller faire des contrôles,
je veux dire, à l'époque du bio, hein, on aime bien parler du bio dans nos assiettes, à faire attention à ce qu'il y a dans l'assiette. De traçabilité. Mettons du bio dans notre IT finalement, c'est-à-dire d'aller regarder un petit peu plus profondément ce qu'on va installer dans nos systèmes. Donc là, c'est le risque par rapport à la chaîne d'approvisionnement de sous-traitance. Et puis après, il y a la problématique des données, c'est que ces données n'auraient jamais dû être dans l'infrastructure du fournisseur. C'est des données hyper sensibles qui doivent rester dans des systèmes beaucoup mieux protégés que ce qu'ils étaient à ce moment-là. D'accord, donc à voir si le terme d'amateurisme est trop faux ou pas, mais effectivement, a priori, sans doute que des erreurs importantes ont été commises dans ce cas-là. Après, je pense que peut-être un élément, souvent, et là je parle en tant qu'industriel, souvent on met en place ces systèmes avec les moyens qu'on a. Et aujourd'hui, quand on voit la manière dont certains appels d'offres, notamment dans les marchés publics, sont lancés, où la composante du prix est la plus importante, automatiquement, si on veut absolument gagner le marché, ben on va devoir limiter un certain nombre de choses. Sans ça, on va se faire passer devant par un grand groupe international qui va casser les prix. Donc évidemment, au bout, sur la manufacture des biens qu'on va livrer, il y aura des conséquences, malheureusement. En même temps, si je me mets à la place d'un directeur de PME ou bien de responsable informatique d'une PME, j'aurais peut-être pas mal de difficultés à estimer combien je dois investir en cybersécurité. Vous faisiez l'analogie avec la voiture, les freins, ok, c'est simple, c'est oui, non, ils sont présents ou pas. Par contre, jusqu'où je vais pour sécuriser davantage sans avoir de garantie à 100% que mon informatique le soit, c'est extraordinairement compliqué parce que j'imagine que vous avez tout un catalogue avec des prestations et là-dedans, pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément tout en cybersécurité, ça va être compliqué de faire un choix et d'estimer ce qu'il faut vraiment dépenser sur les prochaines années. Bon, là, il y a plusieurs aspects. Premièrement, si un fournisseur vous dit qu'il vous apporte une sécurité à 100%, il faut le raccompagner à la sortie parce que ça n'existe pas, la sécurité à 100%. Sur l'investissement, on estime, hein, et ça dépend évidemment de la taille de l'entreprise, on estime aux environs de 550 francs par employé par année qu'une entreprise devrait investir dans la sécurité, ou 1,2 francs par 1000 francs de chiffre d'affaires. Donc je pense que tous les directeurs de PME peuvent faire le calcul. Ils sont en train de faire leur calcul. Et se poser la question s'ils investissent ça, c'est souvent pas le cas. Après, le point, c'est aussi voir où est-ce qu'on fait cet investissement. Si vous envoyez votre responsable IT faire ses achats lors d'une messe à l'autre bout du pays, avec un budget de, je sais pas, de 20 000 francs, ce qui est sûr, c'est qu'il va revenir avec les poches vides, donc il aura dépensé ses 20 000 francs, mais par contre, est-ce qu'il les aura dépensés correctement ? Et là, avant de faire des grandes dépenses, c'est important de faire une première évaluation. Des évaluations qui prennent quelques heures. Hein. Il suffit juste d'avoir les bonnes personnes qui posent des bonnes questions, de façon à avoir le catalogue de mesures et finalement une priorisation de ces investissements. Et cette notion de priorisation est importante parce qu'on pourrait investir à gogo. Hein. Nous, on serait contents, évidemment. C'est ce qui est très compliqué justement pour les directeurs IT qui ont face à vous des gens comme vous et d'autres entreprises de cybersécurité aujourd'hui, j'imagine. Donc la priorisation est importante, d'avoir ce catalogue de mesures chiffrées, évidemment, et puis après, en même temps, de faire l'analyse d'impact en termes de business. Qu'est-ce que mon business perdrait si j'étais sous attaque? Et puis après, de voir jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller. J'ai envie de prendre une question en ligne d'Emmanuel qui parle, et ça a un lien intéressant avec ce que vous venez de dire, par rapport à la formation continue des utilisateurs en protection des données. Est-ce qu'aujourd'hui c'est suffisant? Est-ce que les entreprises, alors on a vu l'état de veau des entreprises mener des campagnes de faux phishing, de hameçonnage, en regardant quel pourcentage des employés, par exemple, cliquaient sur un mail ou allaient jusqu'à donner peut-être le numéro de téléphone ou encore d'autres données pour essayer ensuite de les sensibiliser. Est-ce qu'aujourd'hui c'est suffisamment fait? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut aller plus loin et investir davantage dans justement les connaissances des employés? Bon, ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, on accepte de tester les collaborateurs. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, et c'était surtout le cas dans le côté public, dans l'administration, il était interdit de tester un collaborateur, d'essayer de piéger un collaborateur. Aujourd'hui, on le fait, ça c'est déjà positif. Ce qui est important par rapport à ça, c'est de le faire régulièrement. Les campagnes qu'on mène avec nos clients, c'est des injections de mails, peut-être 1-2 mails par semaine, mais de manière complètement aléatoire, mais sur la durée, de façon à garder le collaborateur attentif, garder le collaborateur curieux finalement de ce qui arrive. Et oui, c'est très important de le faire. Et après, de mettre une sorte de jeu là derrière, hein, la gamification, et avec vraiment une motivation de le faire. Alors, je ne veux pas dire de déclarer la liste des bons employés de la semaine, évidemment, mais d'avoir un petit peu ce petit concours entre les collaborateurs, entre les collègues, de façon aussi à briser le tabou, puis dire,
Moi, je n'ai pas de problème à le dire. On a fait des tests comme ça dans l'entreprise. Je me suis fait piéger les premières fois. Je suis professionnel dans le domaine. Il ne faut pas avoir honte de le dire, puis dire voilà, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, et puis d'échanger avec les collègues autour du café. Et c'est ça qui est important, d'enlever ces tabous finalement. Aujourd'hui, vous avez, dans les campagnes que vous menez justement par rapport aux entreprises que vous accompagnez, aux administrations, vous avez des fois des pourcentages de gens qui cliquent qui sont effrayants? Oui, bien sûr. Bien sûr, après le pourcentage n'est pas tellement important. Le pourcentage, évidemment, lors de la première campagne, il est souvent énorme. Après, on a la possibilité de régler l'intensité de la campagne. On commence en général doucement, comme avec les sportifs. Et puis après, avec des attaques un petit peu plus ciblées, un petit peu plus spécifiques. Mais oui, le pourcentage est souvent effrayant au départ. Ce qui est important, c'est de voir la tendance. Et en général, la tendance baisse? Oui. Dès le moment où on met en place ce genre de campagne et qu'il y a la bonne communication de l'entreprise là autour, la tendance baisse. Une question d'un internaute qui a le pseudo Marsupilami. On a parlé entreprise et administration, mais les particuliers, est-ce qu'eux aussi, ils sont, vous et moi, soumis de plus en plus à des attaques? Je parlais auparavant du phishing par SMS ou par message texte. Est-ce que vous sentez une intensification de ces attaques? Aussi, pour différentes raisons. Premièrement, l'employé, le citoyen, c'est aussi un employé. C'est-à-dire que le citoyen, quand il travaille à la maison et qu'il se connecte sur le réseau de l'entreprise, il peut potentiellement amener un risque supplémentaire. Et oui, les citoyens sont de plus en plus touchés. Une des raisons, c'est qu'il y a une mise en réseau beaucoup plus grande. Une maison aujourd'hui, comptez le nombre d'appareils connectés que vous avez entre la console de jeu, le PC pour faire du télétravail, le four, etc., etc. Et ça, évidemment, c'est des portes d'entrée. C'est toutes des portes d'entrée et qui peuvent apporter des gros problèmes aussi finalement pour les familles, parce que vous avez aussi le serveur où il y a toutes les photos de la famille, y compris les photos de vacances avec les enfants en maillot de bain. Le jour où on sait qu'elles sont parties dans la nature, émotionnellement, c'est difficile. Ça peut causer des dégâts. Une question d'Emmanuel qui rejoint là aussi ce que vous venez de dire, qui parle du niveau d'illettrisme numérique de la population. Est-ce que le fait qu'a priori les Suisses ne soient pas forcément des as en numérique, on peut imaginer aux personnes peut-être un peu âgées, mais peut-être aussi aux plus jeunes, qui ont certaines compétences sur les smartphones, mais pas forcément sur un ordinateur pour des réglages plus fins. Est-ce que ça pose problème aujourd'hui? Est-ce que les Suisses, globalement, sont un peu des cancres en numérique? Je ne pense pas que le Suisse est plus cancre que ses voisins. Ce qu'on voit, alors là, c'est une question d'éducation, et l'éducation, elle doit commencer dans les écoles. La numérisation dans les écoles, on en parle depuis des années. Moi, j'ai vu arriver les premiers ordinateurs dans les classes. Mais quand on parlait à l'époque de numérisation dans les écoles, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait le plus d'ordinateurs possible dans la classe, mettre des tablettes à tout le monde, arrêter d'écrire, etc. Donc on a mis les outils à disposition, finalement, plus vite que de passer du temps à faire de la sensibilisation. Et ça commence à changer. Alors il y a encore beaucoup à faire, mais les campagnes de sensibilisation, il faut les commencer dans les écoles aussi. Une question d'un autre internaute, Jacques, qui revient sur l'affaire X-Plane et qui parle d'incurie totale de la Confédération en la matière. Comment est-ce qu'on peut imaginer, demande-t-il, une administration numérique fiable, voire même des votations? On voit qu'il y a des tests qui sont menés dans plusieurs cantons aujourd'hui. Ça fait un peu peur. Oui, si on parle de votation, on attaque une des valeurs de notre société, c'est-à-dire la démocratie, évidemment. C'est une cible. Est-ce que ça fait peur? Évidemment, lorsqu'on s'attaque aux valeurs de la société, que ce soit la démocratie, la santé, l'éducation, on attaque le fondement même. Avant d'avoir peur, il faut plutôt prendre conscience et puis mettre en place ce qu'il faut, c'est-à-dire les professionnels qui développent les systèmes, qui le fassent avec professionnalisme, avec toutes les mesures qu'il faut. Et surtout, je reviens sur le côté des marchés publics, d'arrêter de mettre le prix vraiment toujours en haut, parce que automatiquement, malheureusement encore aujourd'hui, la sécurité, c'est la première chose qui est sabrée lorsqu'il en va de faire des économies. Un point intéressant par rapport à ce que vous disiez concernant l'éducation numérique, c'est quoi le rôle de l'État finalement là-dedans? Alors, de protéger un tout petit peu son administration. On l'avait vu avec Roll, où finalement la commune était plus ou moins à l'époque livrée à elle-même, même si elle a pu faire appel à des services du canton et de la Confédération via le Centre national de cybersécurité. Est-ce que l'État devrait en faire davantage aujourd'hui, ou bien non, le marché est à vous, j'ai presque envie de dire, aux entreprises de cybersécurité qui sont privées aujourd'hui?
L'État peut certainement faire davantage, mais ce n'est pas le sujet. Il faut qu'on arrête de se plaindre et puis plutôt regarder devant. Par contre, on peut le faire différemment. On est dans un pays libéral, d'accord ? On paye des impôts pour que notre administration fasse son travail, c'est-à-dire amener un certain nombre de services à la population. L'État n'a pas à faire de la concurrence aux entreprises privées. Ça, c'est déjà un point qui est important. Et souvent, ces temps, force est de constater qu'il y a pas mal de cas où la Confédération fait des acquisitions et se met en concurrence directe avec l'industrie privée. Et là, ça pose un problème. Donc il faudrait définir les règles du jeu, les conditions cadres finalement. Est-ce qu'on veut un pays libéral? Oui, alors à ce moment-là, on laisse le marché aux entreprises privées. Ça, c'est un élément. Après, l'État, oui, les conditions cadres, préparer, aider au niveau de l'éducation pour les gens. Conditions cadres également aussi dans le sens de mettre à disposition des infrastructures qui tiennent la route. Parce qu'aujourd'hui, si on veut que notre digitalisation se passe bien, il faut qu'on améliore notre infrastructure de base. Comme on a construit des routes, on a percé des tunnels. Et l'État doit investir là-dedans. Parce que c'est des éléments qui coûtent très cher, affreusement cher, avec un retour sur investissement très faible. Donc l'industrie privée a de la peine à se positionner là-dedans. Et c'est là où l'État aurait un rôle à jouer. En termes de campagne de sensibilisation, on a vu, je crois que c'était en l'automne dernier, la Confédération a mené une campagne avec le site super.ch, qui est un acronyme pour plusieurs mots, mais en même temps, cette campagne n'était pas très visible, qui donnait des conseils assez basiques sur les mots de passe, sur l'hameçonnage et tout ça. Là, il y a vraiment, l'État devrait en faire plus au niveau de la prévention basique pour déjà éviter tous les problèmes de base. Oui, ça va avec la sensibilisation et ça peut passer par les écoles, par des applications de ce type-là. Après, je ne vais pas juger l'application en question, mais je pense qu'il faut peut-être maintenant utiliser les technologies qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire justement d'avoir une approche de jeu, d'incentive un petit peu pour motiver les gens à participer, que la personne, lorsqu'elle est dans le métro pour aller à l'université, au lieu de passer 10 minutes sur TikTok, peut-être qu'elle passe 2 minutes sur une application de sensibilisation ou de jeu pour sensibiliser sur les aspects cyber. Mais pour ça, il faut que ça donne envie. Il faut que ça soit croustillant. Pas faire peur ou bien pas faire le gendarme ou prédire le pire. Non, ce n'est pas suffisant. Vous parliez de distorsion de concurrence, hein, c'est intéressant ce que vous disiez avec la Confédération. J'imagine que vous faisiez référence à la Poste, qui a fait énormément d'acquisitions aujourd'hui, ces derniers mois, sur le marché de la cybersécurité. On ne sait pas très bien ce qu'elle va en faire. Là, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu étrange, selon vous, qui se passe au niveau du marché. À voir ce que ça peut donner. Alors, je confirme qu'il y a des choses un petit peu étranges qui se passent sur le marché. Il y a beaucoup d'instabilité à l'heure actuelle quand il y a ce genre d'acquisition. Nos clients sont nerveux. Aujourd'hui, si on regarde le marché des entreprises cybersécurité, il est très morcelé. Il y a beaucoup d'entreprises qui disparaissent, beaucoup d'entreprises qui se font racheter par des grands groupes étrangers et pas mal d'entreprises qui se font racheter par des entités de la Confédération. Donc ça amène de l'insécurité auprès de nos clients parce qu'ils ne savent plus finalement sur quel pied danser, quel fournisseur choisir. Et puis pas mal d'insécurité au niveau de l'industrie, c'est quand on doit définir une stratégie et que tout d'un coup on se retrouve avec un département de la Confédération ou une partie ou le bras long d'un département de la Confédération qui est en concurrence directe, ça change complètement la stratégie de marché pour une entreprise privée. Et ça, oui, ça met beaucoup d'incertitudes. C'est pas évident. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État d'acheter ce genre d'entreprise avec finalement nos impôts pour les mettre après en concurrence sur l'industrie privée? Il y a une question sous-jacente qui est posée par une autre internaute, Ina, qui se demande comment est-ce que la Suisse aujourd'hui se positionne en termes de recherche et d'innovation en matière de cybersécurité. Et puis j'aimerais ajouter une question à ceci. Est-ce que la relève dans les hautes écoles, que ce soit les PFL ou toutes les HES qui forment des spécialistes, elle est là? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez assez d'ingénieurs sur le marché pour répondre à la demande? Alors évidemment, on n'en a pas encore assez. La relève, elle est là au niveau qualitatif parce qu'on a des écoles magnifiques. Nos 2 EPF sont dans les rangs mondiaux, dans les top 5. Donc on a vraiment au niveau qualitatif une formation qui est là. Quantitatif, pas encore, on n'y est pas encore. Donc là, il y a encore du travail. Je pense qu'on peut travailler aussi pas mal sur la notion de transformation des métiers. C'est qu'évidemment, avec la digitalisation et des métiers qui commencent à disparaître ou à évoluer, eh ben, ces gens-là peut-être peuvent se poser la question de tout d'un coup migrer vers des métiers de l'IT ou de la sécurité. En termes d'innovation, donc on est bien parce qu'on a des bonnes écoles, on a des startups magnifiques avec des accélérateurs qui fonctionnent bien, etc.
Le problème, j'aime dire que, non, j'aime pas le dire, mais je le dis souvent, on fait de l'innovation pour les autres, c'est-à-dire qu'on paye des écoles, on va aider des startups à grandir, et dès le moment où les startups sont prêtes à sortir du nid, qu'est-ce qui se passe? Elles se font avaler par les grands groupes internationaux, en général les groupes américains, hein, des géants du net. Donc ça veut dire que tout est perdu finalement, c'est que ces entreprises, après, elles disparaissent de l'écosystème, les gens avec. Donc c'est l'innovation qu'on a fait pour les autres qu'on ne peut pas réutiliser pour notre pays. C'est un problème qu'on entend souvent dans le monde de la technologie et dans plein de domaines, et pas seulement la cybersécurité. Il y a quelque chose qui peut être fait là contre, ou c'est le marché, et pour l'instant c'est ainsi, peut-être malheureusement, que ça fonctionne? Alors je pense que si la Suisse veut avoir un rôle à jouer ces prochaines décennies, il faut qu'elle soit bonne dans la digitalisation et qu'elle soit bonne dans la manière dont elle se digitalise. Et de mettre en place un écosystème industriel fort, local, fait partie de ça. Certains pays y arrivent, justement en créant des projets, en créant un marché. Si on décide de créer des grosses infrastructures numériques, de faire travailler des groupes locaux sur l'innovation, sur la mise en place de ces services, ça va faire un appel d'air et les entreprises locales vont pouvoir grandir et développer leur marché. Mais si on continue à leur couper les jambes à chaque fois qu'elles doivent se positionner sur des appels d'offres, ça va être difficile. Et là, alors, on va donner les clés de la maison à l'étranger. Une question de Sylvie que j'aimerais prendre, qui pose des questions par rapport aux exigences pour un domaine très spécifique, hein, donc les chercheurs en recherche clinique justement, est-ce qu'ils ont des obligations spéciales par rapport au traitement des données? Et puis du coup, j'aimerais poser une question peut-être plus large. On a cette nouvelle loi sur les données qui entre en vigueur tout prochainement, le 1er septembre, hein, dans quelques heures. Et ça demande pas mal d'obligations, de nouvelles obligations aux entreprises en termes de gestion des données, mais aussi en termes d'alerte par rapport aux attaques. Est-ce que là, vous sentez que c'est en train d'amener quelque chose de meilleur, de nouvelles obligations, de sensibilisation pour les entreprises qui commencent à se mettre à niveau? Alors cette nouvelle loi est clairement un pas dans la bonne direction. Est-ce qu'on sent un appel d'air? Je dirais assez clairement non, pas encore, parce que les gens ne se rendent pas encore compte de ce qui arrive. Mais cette nouvelle loi, elle est active dans quelques heures et avec des obligations énormes pour les dirigeants d'entreprise. Elle a mis vraiment en responsabilité de la personne qui maintient ou qui détient des données personnelles. Donc là, il va falloir faire du travail de sensibilisation encore par rapport à ça. Et il va falloir être prudent parce que je pense qu'on peut s'attendre à ce que c'est les cantons qui vont devoir vérifier l'application de cette loi. On peut s'attendre assez rapidement à ce qu'on cherche des cas d'exemple pour les mettre un petit peu au pilori pour montrer qu'il y a des contrôles qui se font. C'est une bonne chose, mais aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte en fait, de ce qui leur arrive. Mais par contre, la loi ne va pas amener tout. Ce n'est pas en mettant dans la loi une obligation d'annoncer les attaques. Déjà, premièrement, que les gens vont le faire. Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, je n'annonce pas, je n'ai pas envie de perdre ma réputation. Je prends le risque de rien dire. Alors, il ne faut pas que l'affaire soit publique 2 semaines après. Là, c'est un peu plus difficile. Donc, ça ne va pas tout résoudre, mais c'est un pas dans la bonne direction. Vous êtes justement au cœur de la cybersécurité. Vous discutez, j'imagine, très régulièrement avec des entreprises ou des administrations qui se sont fait pirater. Aujourd'hui, c'est quelle partie de l'iceberg qui a émergé, qui est publique, les cas qui sont connus? C'est tout petit, il se passe encore beaucoup. Comment vous pouvez analyser aujourd'hui ce qui se passe, vous qui êtes vraiment clairement dedans? Alors, si on avait les chiffres, ça se saurait. Personne ne les a. Quel pourcentage, c'est impossible à dire. Mais il est clair que si on enlève les cas que les gens cachent, si on enlève les cas qui ne sont pas encore détectés, la moyenne, j'ai vu des chiffres dernièrement, la moyenne d'une durée d'attaque est de 200 jours, je crois. Donc, avant que l'entreprise se rende compte. Avant que l'entreprise se rende compte, si elle se rend compte. Donc ça veut dire que pendant 200 jours, vous avez l'adversaire qui est dans vos murs, qui va s'infiltrer, qui va aller chercher des données, qui va copier des données, et vous n'allez pas vous en rendre compte. Et suivant comment, il repart en fermant la porte, en nettoyant derrière lui, et vous vous en êtes peut-être même pas rendu compte. Ça peut arriver de ne pas s'en rendre compte pour l'entreprise? Bien sûr. Oui, il y a des cas où les entreprises ne se rendent pas compte, et c'est quelques semaines, mois, voire années après, que tout d'un coup, il y a des données qui se retrouvent en public. Ou alors, il y a le cas extrême où il y a un vol de données, il y a encryption de l'infrastructure, et là on se rend compte, c'est souvent là où on se rend compte. Parce que plus rien ne fonctionne, évidemment, et un message s'affiche à l'écran pour contacter les pirates. Et puis à la fin, vous payez encore la rançon, donc c'est de la triple peine finalement.
Est-ce que une question d'Alexandra, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances aujourd'hui en matière de cybersécurité et comment est-ce que les entreprises peuvent se préparer? Est-ce que vous avez vu, on a parlé un tout petit peu de l'intelligence artificielle et de la démocratisation de ces attaques. Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances? On a beaucoup parlé des ransomware, hein, justement ces logiciels qui permettent de chiffrer les données, de les extraire et ensuite pour les hackers de demander une rançon. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses aujourd'hui que vous constatez en termes d'attaques? Alors, oui, clairement, la partie intelligence artificielle. Donc, on a en face de nous des robots. Donc, il faut se préparer aussi avec des robots. Donc, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place l'intelligence artificielle pour mieux se protéger, de façon à réagir plus rapidement. Les systèmes aujourd'hui de défense qu'on met en place permettent d'identifier une attaque dans les secondes qui suivent la pénétration et de fermer les systèmes. Donc, il y a une course aux armements, en quelque sorte. Il y a une course aux armements, bien sûr. Oui. Il y a une course aux armements. Donc, la partie intelligence artificielle est clairement présente. Elle est boostée aussi par le rôle des États, parce que beaucoup de cybercriminels commencent à jouer avec des armes qui ont été développées par des États. On le voit notamment en lien avec le conflit russo-ukrainien, où on a armé des gens tout autour du monde pour attaquer l'une ou l'autre des parties. Mais ces gens, finalement, c'est des mercenaires. Hein. Donc si demain, on va les payer mieux ailleurs, ils vont les utiliser ailleurs. Et on commence à retrouver ce genre d'armes vraiment dans le terrain. Et là, c'est méchant, parce que ça a été développé vraiment par des États qui ont des moyens conséquents. Vous faisiez justement référence à l'invasion russe en Ukraine. Est-ce qu'on craignait énormément que c'est des répercussions mondiales en termes de cyberattaques? Finalement, on n'a pas senti grand-chose, mais peut-être que la perception des médias dans ce domaine-là ne correspond pas forcément à la réalité. Il y a eu des conséquences, ou il y aura des conséquences à long terme. Vous parlez justement de fait que ces armes sont disséminées pour mener peut-être des cyberattaques plus facilement ces prochains temps. Alors oui, on s'y attendait. La réalité est que oui, on voit ce genre d'armes sur le terrain, typiquement, par exemple, les attaques contre les infrastructures critiques, contre les productions d'énergie. On a en Suisse des cas avérés où on a retrouvé des éléments qui avaient été utilisés contre les infrastructures ukrainiennes. Donc oui, il faut s'attendre à ce que ça commence à bouger. Aujourd'hui, je pense que le conflit est encore très intensif dans le mode conventionnel. Donc, ils n'ont peut-être pas forcément le temps de beaucoup s'inquiéter du reste, mais c'est des choses qui vont arriver. Oui. Il y a un élément assez frappant qui a eu lieu juste au début de l'été. C'était le piratage de plusieurs sites de la Confédération, celui du Parlement, celui d'administration. On peut imaginer que c'était lié à ce moment-là à la prise de parole du président ukrainien en vidéoconférence par rapport devant le Parlement suisse. On peut imaginer que ça se reproduise avec davantage d'intensité en fonction justement de l'évolution de la situation géopolitique. L'élément numérique ou l'élément cyber est utilisé aujourd'hui dans les luttes de pouvoir ou dans les négociations entre États ou les tensions entre États, au même titre qu'avant on utilisait des missiles nucléaires pour menacer l'adversaire. Et aujourd'hui, ces armes-là sont utilisées pour faire du chantage, pour faire de la désinformation, pour faire pression auprès du gouvernement ou de la population, évidemment, pour essayer de changer certaines choses. Donc oui, ça va arriver. Là, en tout cas, visiblement, ce n'était pas trop méchant. C'est des sites qui étaient... Déni de service, des sites disponibles. Déni de service. Force est de constater que souvent, ces attaques-là sont utilisées comme rideau de fumée pour cacher d'autres choses. Donc, ça ne serait pas impossible que d'autres tentatives aient eu lieu en même temps. On revient en Suisse au niveau des PME. Vous parliez des assurances qui ne couvrent pas tout, ou bien à des frais et des primes qui sont extrêmement importantes. On va aussi émerger plusieurs labels de cybersécurité. Est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que tous les labels ne se valent pas pour que l'entreprise soit certifiée d'une façon ou d'une autre? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que le label n'est pas la réponse à tout. Le label force évidemment à atteindre un certain niveau de protection, ce qui est une bonne chose. Ce que je constate, c'est qu'il y en a beaucoup en Suisse de labels. Et l'entreprise qui aujourd'hui décide de se labelliser ou de se faire labelliser, je pense que ça doit être un casse-tête de faire le choix. Donc je pense qu'on en a beaucoup trop et il y a peut-être une certaine structuration à faire autour de ces labels, soit du domaine privé ou alors peut-être, on parlait du rôle de l'État avant, peut-être que ça peut être quelque chose qu'on n'aime pas si on veut
pourrait mettre en place pour labelliser les entreprises. Aujourd'hui, c'est trop compliqué. Un patron de PME qui doit choisir le label à appliquer dans son entreprise a beaucoup de peine à faire un choix. Comme peut-être pour le bio il y a quelques années. Une question d'un autre internaute, Massimiliano. Une question qu'on entend souvent tout de même, est-ce que finalement ces attaques qui sont quasiment inévitables ne vont pas faire revenir certains particuliers, voire peut-être entreprises, même si ça semble compliqué, vers un mode un peu plus déconnecté finalement, ou déconnecté en partie, ou bien ne pas tout connecter? Est-ce que ça peut avoir une influence sur la stratégie numérique des entreprises? Dans un monde idéal, il faudrait que ça ait un impact sur la stratégie de digitalisation des entreprises, parce que c'est en effet des questions à se poser, mais la déconnexion, demander à un CFF de se déconnecter, puis d'arrêter de vendre des billets sur Internet, demander à la Redoute d'arrêter de vendre ses affaires sur Internet, la déconnexion n'est pas possible, c'est un vœu pieux. Par contre, de le faire de manière consciente et de se poser la question, lorsqu'on digitalise son entreprise, se dire qu'est-ce qu'on a besoin de garder dans nos murs, qu'est-ce qu'on va mettre sur le cloud, public, privé, souverain, etc. Ou qu'est-ce qu'on garde simplement sous forme papier dans un classeur ou dans un tiroir. Oui, c'est des choses qu'on devrait faire de manière consciente. Et je parlais avant de la course à la digitalisation. Aujourd'hui, c'est un petit peu le contraire. On prend tout, on digitalise le tout, et après, on regarde ce qui se passe. Donc ça, en effet, ce n'est pas la bonne approche. Mais la déconnexion, c'est absolument irréaliste. Par contre, de se connecter de manière consciente, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être une bonne pratique. Est-ce que toutes ces attaques avec du chiffrement et du coup l'impossibilité d'accès aux données, ça a incité davantage d'entreprises à mieux dupliquer leurs données, tout simplement sur d'autres systèmes qui sont justement, eux, hors ligne, pour au moins pouvoir très rapidement tout redémarrer avec des serveurs qui ont été épargnés par l'attaque? Oui, alors c'est des mesures qui sont en général préconisées et que les entreprises commencent à prendre de plus en plus, mais ça ne résout pas tout. Lorsque vous vous faites attaquer, souvent les systèmes de sauvegarde sont aussi touchés. Ça, c'est une chose, donc il faut aussi aller les vérifier. Après, ce qu'on voit aussi, on parle beaucoup de vol de données, on parle beaucoup d'attaques par déni, c'est-à-dire qu'on essaie de bloquer un service. Il y a un troisième type d'attaque qui est une atteinte à l'intégrité. Et il y a des attaques qui vont modifier finalement le comportement de vos systèmes. Et le problème, c'est que ça peut prendre des jours, des semaines, des mois pour vérifier que l'intégrité de votre système est toujours valable. Si je prends un exemple, le contrôle aérien, donc c'était public, on a eu en Suisse l'année passée un problème, les Anglais ont eu un problème hier où ils doivent fermer l'espace aérien. Avec énormément de vols qui ont été annulés. Avec des vols annulés, donc un problème IT, lors d'une attaque, c'est toujours un problème IT. Et lorsqu'il y a un problème IT qui arrive, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a eu une attaque ou pas? Donc il va falloir se poser la question, est-ce qu'il vraiment il y a eu quelque chose et c'était juste un serveur qui est tombé ou est-ce que vraiment il y a quelque chose derrière? Et à un moment donné, il faut décider de remettre en route le système et de dire au contrôleur aérien, tu peux revenir derrière ton écran et dans 10 minutes, on ouvre l'espace aérien. Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que ce n'était pas la panne IT, ce n'était pas quelqu'un qui est venu changer le comportement de votre système de contrôle aérien? Du coup, il y a cette tension énorme entre remettre en service le bouton on tout de suite. Absolument. Et puis vérifier ceci, ce qui se fait peut-être pas forcément toujours dans les règles de l'art, vu la pression pour que tout redémarre. C'est ça. La prise de décision dans des moments comme ça est cruciale, parce que quelqu'un doit prendre la responsabilité. Le cas de l'espace aérien, qui prend la décision? Vous avez la pression internationale, vous avez la pression de la Confédération. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui doit dire oui, on y va, j'y crois. Oui, c'est terrible. Et là, il y a la notion de la solitude du chef, c'est que dans le brouillard de la crise, il faut prendre une décision basée sur des critères lesquels est-ce que je fais confiance à mes équipes, est-ce que je fais confiance à mes fournisseurs, les gens avec qui je travaille, la personne qui me dit non, vas-y, tu peux y aller, est-ce qu'on croit en lui ou pas? Et puis après, on rouvre l'espace aérien. C'est pas anodin. On va jouer un peu à se faire peur pour terminer. Est-ce qu'on peut imaginer plus gros ou plus grave comme cyberattaque que ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, des communes, des cabinets médicaux, des fiduciaires, des hôpitaux, des administrations, un prestataire extrêmement important pour la Confédération. Est-ce qu'il peut y avoir pire encore? Est-ce que c'est possible? J'imagine que oui. On peut imaginer les réseaux des hôpitaux universitaires, je ne sais pas, avec des données extraordinairement sensibles sur leurs patients. On a Emmanuel, une internaute, qui nous parle du dossier électronique du patient.
avec encore une fois des données sensibles et ce dossier qui est en train d'être mis en place, on peut craindre encore davantage pour la suite. Il peut y avoir pire que ce qu'on a connu. Il suffit d'aller au cinéma et puis de regarder quelques films de fiction là autour. Évidemment, on peut imaginer n'importe quoi. Ce qu'on a peu vu jusqu'à présent, c'est des conséquences létales d'une cyberattaque. Et je pense que et ça va arriver, logiquement, malheureusement, c'est-à-dire qu'il y aura des accidents provoqués par une attaque cyber qui vont amener des blessés et peut-être même des pertes de vie humaines. Et là, je pense que ça sera un réveil difficile. Un avion qui se fait hacker, un système de contrôle d'une turbine de barrage qui fait sauter la turbine et qui engloutit toute une vallée, ça sera intéressant. Les voitures connectées, on peut en parler si vous voulez, si on a un petit peu de temps. Quand je sais la manière dont on développe les logiciels, en tout cas à l'heure actuelle, je ne ferai pas confiance les yeux fermés à une voiture connectée parce qu'on ne sait pas. Les logiciels qui sont dedans sont peut-être pas forcément... On ne peut pas encore faire confiance à la machine. On ne peut pas avoir une confiance énorme. Donc oui, ça peut aller plus loin et malheureusement, on va se retrouver dans ce genre de situation parce que l'arme cyber va être utilisée aussi pour des atteintes à la vie humaine. Quand on voit que des hôpitaux doivent fermer pendant quelques semaines à cause d'une cyberattaque. Des services d'urgence, des patients qui sont redirigés. Ça, c'est un exemple. Après, il y a d'autres situations. Oui, bien sûr. Pour terminer sur une note un peu plus positive, peut-être, si vous aviez 5-6 conseils à donner aujourd'hui aux internautes pour mieux se protéger eux-mêmes et par ricochet peut-être leur employeur, leur entreprise, une administration, qu'est-ce que vous donnez? Vigilance, prudence à tous les niveaux? Curiosité, prudence, méfiance. C'est-à-dire, est-ce que je dois vraiment installer cette nouvelle application sur mon téléphone? Est-ce que c'est utile? Est-ce que le message qui arrive, la question qu'on me pose, est-ce que vraiment c'est utile d'y répondre? Est-ce que c'est vraiment la personne qui est derrière ce message? Vérifier. Je prends un exemple, des gens qui se font appeler à la maison par des soi-disant employés Microsoft. C'est des cas publics. Hein. Exactement, depuis des années. Avant de rentrer en discussion avec la personne, peut-être de prendre le numéro de téléphone puis dire je vous rappelle dans 5 minutes, j'ai pas le temps. Donc d'avoir un petit peu rien dans l'urgence. Alors rien dans l'urgence. Dès le moment où il y a une notion d'urgence, c'est qu'il y a quelque chose de louche, mais d'avoir cette curiosité finalement et de se méfier un petit peu. Pas de tout, hein, évidemment, on est quand même dans un monde merveilleux, mais d'avoir la curiosité, de vérifier, je parlais du bio avant, de vérifier ce qu'on a dans l'assiette, mais aussi dans les logiciels qu'on installe. Et puis après, je ne reviens pas sur la nécessité des mots de passe, etc. Tous ces conseils d'hygiène numérique, effectivement, voilà. Dont on parle depuis longtemps. Parfait. Merci beaucoup. Merci Christophe Gerber, responsable de Delca Security, pour tous ces conseils, votre expertise. Et puis la cybersécurité, moi, je te rappelle, ce sera aussi une des thématiques du Forum des Sons qui se tiendra le 31 octobre prochain au Swiss Tech Center de l'EPFL. Et nous, on se retrouve lundi prochain déjà pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Christophe Gerber.